Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les hauteurs verdoyantes de Vermont Hills, là où les routes serpentent entre les pins centenaires et où la brume du matin enveloppe les maisons comme un voile mystérieux, se dressait un manoir imposant aux colonnes blanches et aux volets sombres. Une bâtisse majestueuse de style colonial, que l'on aurait pu croire tirée d'un vieux roman sudiste, mais à l'intérieur, tout n'était que verre, acier poli et marbre froid. Alexander Whitmore, son propriétaire, était l'un des hommes les plus puissants de la côte. À seulement 38 ans, Alexander avait tout conquis, le monde de la technologie, les marchés financiers, la Silicon Valley, et même Washington, qui écoutait attentivement chacun de ses conseils. Il n'était pas seulement riche, il était influ, redouté, admiré. Des millions d'utilisateurs à travers le monde utilisaient ces logiciels d'intelligence prédictive, ces plateformes ultra sécurisées, ces innovations en robotique médicale. Mais derrière les trophées dorés, les murs de verre et les contrats signés en hélicoptère, Alexander était un homme seul. Sa femme, Sarah, était morte 5 ans plus tôt dans un tragique accident de voiture, alors qu'elle rentrait d'un gala de charité. Depuis ce soir-là, une partie d'Alexander s'était figée. Il ne parlait jamais d'elle, ne montrait aucune émotion en public, et semblait s'être retranché derrière une armure de perfection glacée. Mais tous les soirs, à la même heure, il regardait sans un mot une vieille vidéo sur sa tablette. Sarah, riant en robe d'été, dansant pieds nus avec leur fils dans le jardin, un soleil doux dans les cheveux. Noah, leur unique enfant, avait alors 3 ans. Aujourd'hui, il en avait 8, mais il ne parlait plus. À la suite du décès de sa mère, il s'était lentement refermé, comme une fleur qui se replie avant la tempête. Diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique, il évitait le contact visuel, ne supportait pas les sons forts, et passait des heures à aligner des objets selon des codes invisibles. Il ne montrait aucun intérêt pour les jouets coûteux que son père lui offrait, ni pour les éducateurs spécialisés qu'on faisait venir du monde entier. Le manoir, immense, beau, mais silencieux, fonctionnait comme une horloge suisse. Chaque chose à sa place. Chaque minute optimisée. Une gouvernante, 3 cuisiniers, 2 majordomes, une armée de jardiniers et de personnel médical. Et pourtant, malgré le luxe, malgré l'ordre, une chose essentielle manquait, la vie. Il n'y avait ni rire d'enfant, ni éclat de voix, ni effluve de gâteaux chauds. Seulement des silences élégants et des bruits de pas maîtrisés sur les sols cirés. Et puis un jour, presque par accident, une nouvelle femme de chambre fut engagée. La précédente était tombée malade, et la remplaçante initialement prévue n'était pas venue. Par manque de temps, la gouvernante Mrs. Dorsey accepta le profil d'une certaine Helena Moore, recommandée par un ancien collègue. Lorsqu'elle se présenta pour la première fois, vêtue simplement, ses cheveux attachés en chignon flou, personne ne prêta vraiment attention à elle. Elle n'avait pas le pédigré habituel du personnel de maison. Elle parlait peu, gardait les yeux baissés, et demandait simplement où elle pouvait commencer à travailler. Mais ce qu'Alexander ne savait pas encore, ce que personne ne savait, c'est que l'arrivée silencieuse de cette femme allait bouleverser à jamais le destin figé de ce manoir. Helena Moore avait cette beauté discrète que l'on ne remarque qu'après un second regard. Elle approchait de la mi-trentaine, avec des traits fins mais marqués par le temps, non pas le temps chronologique, mais celui des blessures invisibles. Ses cheveux châtains, qu'elle attachait presque toujours en un chignon sobre, laissaient échapper parfois quelques mèches folles qu'elle ne prenait même plus la peine de remettre en place. Ses yeux noisettes, d'une douceur troublante, portaient une lumière éteinte, comme celle d'un théâtre déserté après la dernière représentation. Quand elle avait franchi les portes du manoir Whitmore pour la première fois, elle avait marché avec la discrétion d'un souffle. Aucun bijou, aucun parfum, aucun éclat inutile. Juste une valise en toile, une paire de chaussures usées et une posture droite, presque militaire. Alexander ne l'avait vue que brièvement, lors d'une entrevue rapide où son regard à lui était ailleurs, rivé à l'écran de sa tablette. Il s'était contenté d'un hochement de tête avant de la confier à Mrs. Dorsey, la gouvernante au port sévère mais au cœur juste, qui avait été séduite par le calme et la ponctualité de la jeune femme. Mais derrière cette façade de normalité se dissimulait un passé que personne, dans cette maison, ne soupçonnait. Helena Moore avait été une étoile. À 22 ans, elle dansait sur les scènes les plus prestigieuses de New York, applaudie par les critiques, courtisée par les metteurs en scène, admirée pour sa grâce magnétique et sa technique époustouflante. La danse n'était pas qu'un art pour elle, c'était une langue, un souffle, une forme de prière. Ses mouvements parlaient là où les mots échouaient.
Fille d'une mère pianiste et d'un père ouvrier discret, elle avait grandi entre les mélodies classiques et les bruits de la rue, façonnant un style unique, brut et élégant, instinctif et discipliné. Mais un soir d'automne, tout s'était brisé. Lors d'un spectacle à guichet fermé au Lincoln Center, alors qu'elle exécutait un saut complexe, Elena chuta. Une mauvaise réception. Un genou tordu dans un angle impossible. Des cris, un rideau précipité, des mois d'hôpital. On parla de chirurgie, de rééducation, de retour possible. Mais dans son cœur, quelque chose s'était déchiré bien plus que les ligaments, la certitude qu'elle pouvait encore voler. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle tentait encore de retrouver l'usage complet de sa jambe, un autre coup plus cruel encore frappa sa vie. La mort tragique de sa sœur cadette, Marissa, tuée dans une fusillade absurde dans un métro de Brooklyn. Marissa, sa confidente, son double, celle qui la soutenait toujours en coulisses avec un sourire, n'était plus. Ce fut le point de bascule. Elena ne dansa plus. Ella ne parla presque plus. Elle s'éloigna de la scène, de ses amis, de ses anciens professeurs, des salles de répétition. Elle vendit tout ce qui lui rappelait la danse, ses pointes, ses justes au corps, ses trophées. Elle abandonna son appartement à Brooklyn et se mit à errer de ville en ville, prenant des emplois précaires, cherchant le silence. Elle ne voulait plus qu'on la voie. Elle voulait disparaître avec dignité. Travailler comme femme de chambre dans des maisons luxueuses lui permettait de rester dans l'ombre, d'écouter les pas des autres, de s'oublier elle-même. Cela faisait 3 ans qu'elle vivait ainsi, toujours discrète, toujours efficace, et surtout invisible. Elle ne parlait jamais de son passé. Personne n'avait jamais vu la cicatrice sur sa rotule droite, ni remarqué la grâce étrange avec laquelle elle descendait les escaliers, un vestige de danseuse qu'elle ne pouvait totalement effacer. Mais ce que ni Elena, ni les habitants de la maison Whitmore ne savaient encore, c'est que la musique, celle qu'elle croyait morte, allait bientôt résonner à nouveau. Pas sur une scène, pas dans un théâtre, mais dans un lieu bien plus inattendu, le cœur d'un petit garçon enfermé dans le silence, et peut-être même dans les recoins oubliés de sa propre âme. Un matin pluvieux, les cieux de Vermont Hills semblaient pleurer un chagrin ancien. De lourds nuages gris baignaient le manoir Whitmore d'une lumière pâle, presque bleutée, comme un voile sur un rêve oublié. Le tonnerre grondait doucement au loin, et la pluie frappait les vitres avec un rythme régulier, presque hypnotique. Elena, fidèle à sa routine, passait l'aspirateur dans le grand salon. Le marbre froid sous ses pieds, les colonnes blanches, les bibliothèques pleines de livres jamais ouverts, les immenses tableaux abstraits accrochés avec rigueur mais sans âme, tout exsudait la perfection. Mais une perfection figée, glaciale. Soudain, dans ce décor de silence maîtrisé, elle l'aperçut. Noah. Assis en tailleur sur le tapis persan, près de la fenêtre, le petit garçon fixait un objet oublié du quotidien. Un vieux tourne-disque en acajou, posé dans un coin du salon, recouvert de poussière et de désuétude. Personne ne l'utilisait. Pas même Alexander, qui ne croyait plus au pouvoir de la musique depuis la mort de sa femme. Noah ne faisait rien. Il ne touchait pas l'appareil. Il regardait, simplement, intensément. Comme si cette machine silencieuse contenait quelque chose de sacré. Peut-être un souvenir. Elena, intriguée, éteignit doucement l'aspirateur. Elle sentit son propre cœur ralentir. Il y avait dans l'air une tension fragile, comme celle d'un fil suspendu entre 2 âmes solitaires. Sans un mot, elle s'approcha, lentement, avec la délicatesse d'un chat qui craint d'effrayer un oiseau. Noa ne bougea pas. Il ne détourna pas le regard non plus. Il semblait attendre. Elle ouvrit le compartiment inférieur du meuble. Ses doigts effleurèrent les vinyles rangés là comme des trésors oubliés. Elle en sortit un, à moitié recouvert de toile d'araignée, Duke Ellington The Blanton Webster Band. Un disque jauni par le temps, mais intact. Elle le plaça sur la platine. Un petit grincement, un crépitement. Puis, une note. Un piano, doux et élégant. Une contrebasse timide. Et la voix chaude du jazz. Duke Ellington remplissait la pièce. Pas violemment. Pas comme un intrus. Comme un murmure d'âme. Une brise dans un musée. Et alors, Elena bougea. Elle croyait être seule, dans le fond. Pas seule physiquement, elle savait que Noah était là, mais seule comme une femme qui danse pour elle-même. Pour survivre. Pour retrouver un écho de ce qu'elle avait été. Elle n'en fit pas trop. Pas de pirouette, pas de grand écart. Juste des gestes simples, amples et souples,
comme des feuilles portées par le vent. Une main qui s'élève, un buste qui s'incline, un pied qui glisse. Chaque mouvement semblait dire une phrase sans mots. Comme si son corps racontait une histoire que seule l'âme pouvait comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'elle le vit. Noah la regardait. Mais pas comme un enfant regarde un adulte. Pas comme on observe une étrangère. Il la regardait vraiment, avec une intensité presque douloureuse. Ses yeux, grands, clairs, débordaient d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Ce n'était pas de la surprise, ni de la peur. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Comme s'il reconnaissait quelque chose. Comme si, pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un avait parlé sa langue. Ils ne dirent rien. Il n'y eut aucun mot. Juste ce morceau de jazz, ce souffle de mouvement, et ce regard suspendu. Puis le disque s'arrêta. Et Elena, sans un mot, retourna au travail. Mais le lendemain matin, alors que la pluie avait laissé place à un soleil timide, Noah était là à la même heure. A 6. En tailleur. Etendent. Elena sentit son coeur se serrer. Elle alla sans hésiter jusqu'au tourne-disque, nettoya le vinyle, et lança à nouveau la musique. Cette fois, alors qu'elle levait lentement le bras dans un geste circulaire, Noah leva aussi le sien. Timidement. Presque imperceptiblement. Mais il imitait son mouvement. Ce fut comme une étincelle dans le noir. Un dialogue sans mots. Une réponse. Ce fut, pour Elena, le plus beau moment de danse de sa vie. Et pour Noah, la première fois depuis des années qu'il se sentait entendu. Compris. Pas par des mots. Mais par quelque chose de plus ancien, de plus vrai, le langage du corps, du cœur, de la musique. Ce soir-là, Alexander Whitmore rentra au manoir plus tôt que prévu. Son vol de retour de Boston avait été avancé pour des raisons météorologiques, et il n'avait prévenu personne. Il aimait ces rares moments de silence en solitaire, lorsqu'il franchissait la grande porte d'entrée et que seul l'écho de ses pas répondait à sa présence. Il ôta sa veste, passa la main dans ses cheveux encore humides de pluie, et s'apprêta à se rendre dans son bureau, où une pile de dossiers l'attendait. Mais à mi-chemin du couloir principal, il s'arrêta. Quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Des rires. Clairs. Nets. Des rires d'enfants. Et pas n'importe lesquels. Le rire de Noah. Cela faisait 5 ans qu'il ne l'avait pas entendu. 5 longues années de silence, de thérapie, de frustration, de diagnostic, et soudain, cette musique inattendue, ce son vivant, frais, presque irréel, brisait la glace accumulée sur son cœur. Il resta figé, comme si un pas de plus risquait de briser l'enchantement. Poussé par une émotion inconnue ou peut-être simplement oubliée, il marcha à pas feutrés jusqu'au seuil du salon, et ce qu'il vit le laissa sans souffle. Le grand salon d'habitude si froid, si ordonné, semblait baigné d'une lumière nouvelle. Noah dansait. Pas comme les enfants des vidéos de développement qu'on lui avait montrées. Pas selon une méthode ou un plan de réhabilitation. Non. Il dansait avec tout ce qu'un enfant de 8 ans pouvait offrir au monde. Maladroitement, joyeusement, les bras en l'air, les pieds nus sur le tapis, les joues rouges et le cœur en feu. Il tournoyait sur lui-même, riait, tombait puis se relevait. Il vivait. Et au centre de cette scène magique, Elena Moore. Elle ne disait rien, mais elle guidait. D'un regard. D'un geste. D'un sourire presque imperceptible. Sa main s'élevait, Noah imitait. Elle tournait doucement sur elle-même, et Noah suivait, ivre de liberté. La musique, une mélodie douce aux accents de piano et de saxophone, enveloppait la pièce comme un cocon. Alexander N. bougeait à pas. Il se tenait là, dans l'ombre, incapable d'interrompre cette scène qui bouleversait toutes ses certitudes. L'homme rationnel, stratège, l'expert en solutions chiffrées, en traitement clinique, en spécialiste renommé, il était confronté à une vérité brute. La guérison ne vient pas toujours de la science. Parfois, elle vient du cœur, du silence, de la présence. Et cette femme, qu'il n'avait vue que comme une employée discrète, presque invisible dans la mécanique bien huilée de son quotidien, elle était en train de sauver son fils. Sans protocole. Sans seregens. Sans promesse. Ce soir-là, Alexander ne descendit pas dîner. Il s'enferma dans son bureau, alluma la lampe de lecture, et resta longtemps, très longtemps devant l'écran de son ordinateur. Il avait besoin de comprendre. De savoir qui elle était, vraiment. Une recherche rapide. Nom. Elena Moore.
résidence précédente, Brooklyn, New York. Puis, une piste. Il creu ça. Profond. Très profond. Et soudain, les pièces du puzzle apparurent. Des archives du New York Times, des critiques de spectacle. Une étoile née. Helena Moore électrise la scène du Lincoln Center avec une intensité rare. Une gestuelle comme un poème. Une présence déchirante. Des vidéos. Des extraits de performances. Sur l'écran, elle volait. Elle était feu, lumière, douleur, renaissance. Il la vit tomber à genoux sur une scène, pleurer dans une chorégraphie intitulée Ashes and Show, une œuvre inspirée par la perte de sa sœur, comprit-il plus tard. Mais ensuite, plus rien. Plus de date. Plus d'apparition. Le silence. Et maintenant, elle était là. Dans son manoir. Dans sa vie. Auprès de son fils. Alexander referma doucement son ordinateur. Il resta assis là, dans l'obscurité, incapable de fermer l'œil. Ce n'était pas de la peur. Ni du doute. C'était autre chose. Une forme d'humilité. Peut-être même de gratitude. Il ne dit rien, le lendemain. Ni le surlendemain. Il observait. Écoutait. Attendait. Quelque chose en lui, pour la première fois depuis longtemps, avait commencé à bouger aussi. Une semaine plus tard, Alexander a invité Helena dans son bureau. Il voulait comprendre. Il voulait savoir pourquoi une femme avec tant de talent, tant de grâce, passait désormais ses journées à changer les draps et laver les vitres. Helena, d'abord hésitante, finit par se confier. Sa voix, souvent retenue, s'est brisée plusieurs fois. Elle a parlé de sa sœur, de la douleur, de la blessure à la hanche qui l'empêchait de danser comme avant. Mais elle a aussi parlé de Noah. De ce lien invisible. De cette musique silencieuse qu'elle avait sentie en lui. Alexander a compris alors que ce n'était pas un hasard. Que la rencontre entre son fils et Helena avait une dimension presque mystique. Il lui a proposé un poste nouveau, devenir la directrice d'un centre d'art-thérapie qu'il allait financer en l'honneur de sa défunte épouse, Sarah, passionnée de danse elle aussi. 6 mois plus tard, les murs d'un ancien théâtre du centre-ville reprenaient vie. Autrefois abandonné, recouvert de graffitis et rongé par l'humidité, il avait été rénové avec soin, sans excès, mais avec le souci de préserver son âme. Le parquet usé avait été poncé, les lustres restaurés, et sur les rideaux rouges nouvellement suspendus, un nom était brodé en lettres d'or. Sarah S. Grace, en hommage à la mère de Noah, danseuse amateur et femme au cœur immense. Ce centre n'était pas un hôpital, ni une école ordinaire. C'était un sanctuaire d'expression, un lieu où la différence était célébrée. Un lieu où les enfants parlaient avec leurs mains, leurs pieds, leurs regards. Où les silences avaient autant de valeur que les mots. Et à sa tête, Helena Moore. Devenue directrice artistique, elle avait troqué son uniforme de femme de chambre contre des tenues de lin, des foulards noués autour du poignet, et un sourire discret mais constant. Elle avait retrouvé le geste, la liberté, et surtout, un sens. Chaque jour, des enfants franchissaient les portes du centre, certains atteints d'autisme, d'autres porteurs de handicap, ou tout simplement cabossés par la vie. Ils peignaient, chantaient, dansaient. Ils inventaient des mondes. Ils guérissaient à leur manière. Noah venait presque tous les jours. Il ne parlait toujours pas, ou très rarement. Mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence habité. Un silence qu'il partageait avec les autres, qu'il dansait avec les mains, les yeux et le cœur. Il riait souvent maintenant. Il se liait aux autres. Il créait. Et Alexander Whitmore, lui, n'était plus tout à fait le même homme non plus. Lui qui, autrefois, ne jurait que par les chiffres, les solutions mesurables, avait appris à apprécier l'invisible. Un sourire furtif, un geste tendre, un progrès non quantifiable. Il venait souvent, assis dans un coin de la grande salle, spectateur discret et émerveillé. Il n'était pas là en tant que donateur, ni comme homme influ. Il venait comme père. Comme homme. Et chaque fois que son regard croisait celui d'Helena, un fil invisible les reliait. Un fil fait de respect, d'admiration, de ce sentiment qui ne dit pas encore son nom, mais qui prend doucement racine. Une tendresse silencieuse. Le temps passa. 2 années. Le centre grandit. Il accueillit de nouveaux enfants, des artistes bénévoles, des familles venues de loin.
On parlait désormais de Sarahès Grèce comme d'un lieu miraculeux, bienveillant, humain. Puis vint le gala caritatif du centre. Une soirée organisée pour récolter des fonds, mais surtout pour célébrer ce qui avait été accompli. Le vieux théâtre brillait comme au jour faste. Les parents étaient là, les donateurs aussi. Alexander, élégant mais sobre, était assis au premier rang. À ses côtés, Helena, rayonnante malgré la nervosité. La lumière s'est éteinte. Et dans le halo des projecteurs, Noah apparut. Il n'était plus un petit garçon replié sur lui-même. Il portait un costume gris clair, une écharpe bleue nouée autour de la taille, un clin d'œil au geste d'Helena. Il n'était pas seul, un petit groupe d'enfants l'accompagnait, et tous se mirent à danser, avec une grâce fragile et sublime. Chaque mouvement racontait une histoire. La peur, la solitude, la rencontre, l'ouverture. Et l'amour. Puis la musique s'arrêta. Un silence suspendu. Et Noah van casseul vers le micro. Il hésita. Respira. Puis, d'une voix douce, un peu rauque mais claire, il dit « Merci, maman Sarah. Merci Helena. Merci papa. » Un souffle parcourut la salle. Et comme une marée, les larmes vinrent. Des spectateurs, des familles, des artistes. Et de Alexander. Lui, l'homme d'acier, n'avait plus honte d'avoir le cœur tremblant. Il se leva. Lentement. Traversant la scène, il rejoignit son fils, l'enlaça doucement. Puis il tendit la main à Helena, restée un peu en retrait. Leurs doigts se frôlèrent d'abord, hésitants. Puis ils s'agrippèrent. Et dans ce simple geste, il y avait tout ce que les mots ne pouvaient dire. La reconnaissance. Le lien. La réparation. Ce qu'il ne savait pas, ce jour où il l'avait surprise dansant dans le salon avec son fils, c'est qu'elle n'allait pas seulement aider Noah. Elle allait sauver une famille, redonner un avenir, et faire renaître l'amour.